Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque soir pour découvrir ensemble l'actualité du jour, dont voici les grands titres. Un accident d'hélicoptère est survenu aujourd'hui dans l'après-midi entre Èze et Villefranche-sur-Mer. 3 personnes étaient à bord. La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l'accent a été mis sur la nécessaire sensibilisation des jeunes. Monaco Tech fête ses 5 ans. À l'heure des bilans d'étape, l'incubateur accélérateur de start-up a déjà accompagné 45 projets, ce qui a donné lieu à la création de 22 sociétés à Monaco. Nous serons avec le directeur de Monaco Tech, Lionel Galfré. La Maison de France se souvient, une exposition et un cycle de conférences vont se pencher jusqu'au 9 décembre sur les victimes civiles des conflits européens du XXe siècle. Il porte un regard avisé sur le secteur de l'audiovisuel, lui qui a évolué dans la plupart des grandes chaînes françaises et qui est actuellement le directeur des antennes et des programmes de Canal+. Gérald Brisviré nous dira comment il entrevoit l'avenir de la télévision. Et nous irons enfin découvrir les exposants du salon Monte Carlo Gastronomie qui a ouvert ses portes aujourd'hui au chapiteau de Fontvieille. Et qui mieux qu'un chef pour nous présenter les produits que l'on peut y trouver. Joël Garraud sera le deuxième invité de ce journal. Mais pour débuter cette édition, ce crash mortel survenu à 14 h aujourd'hui entre les communes d'Èze et Villefranche-sur-Mer. Un hélicoptère de Monacair qui effectuait une liaison entre la Suisse et Monaco s'est écrasé dans une zone escarpée à proximité du plateau de la Justice sur la Grande Corniche. Il y avait à bord 2 passagers et le pilote. Ce 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une campagne d'information et de sensibilisation a été lancée en début de semaine et plusieurs actions ont été mises en place. Dernière en date, celle qui s'est tenue ce matin au lycée Albert Ier. L'objectif, c'est notamment de sensibiliser dès le plus jeune âge. Et c'est ce qu'a rappelé un peu plus tard le ministre d'État en sa résidence, alors qu'il recevait les acteurs de ce combat en faveur des femmes. Les jeunes, c'est l'avenir d'un pays, l'avenir d'une société, et donc il est essentiel que les jeunes soient parfaitement informés et qu'ils aient une bonne conscience des problèmes d'une société dans laquelle ils vont vivre et qu'ils devront améliorer pour faire progresser. C'est pour ça que vous devez être mobilisés, vous, les plus jeunes, mais également ceux qui travaillent dans le même sens. Alors il faut être cohérent dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Il faut que tout le monde soit engagé et surtout que tout le monde travaille en étroite synergie. Voilà pour cet extrait du message qu'a tenu à délivrer le ministre d'État à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une jeune structure, mais qui a déjà un beau bilan à son crédit. Monaco Tech fête ses 5 ans et peut se targuer d'avoir accueilli 45 projets, aboutissant à la création de 22 sociétés à Monaco, soit plus de 120 emplois créés et des levées de fonds allant jusqu'à 2 millions d'euros. Pour souffler les bougies de Monaco Tech, son directeur est notre invité. Bonsoir Lionel Galfré. Bonsoir Patricia. 5 ans, c'est court et c'est long à la fois, mais le bilan est à la hauteur des espoirs et ambitions qui ont été à l'origine de la création de cette structure. Oui, je crois. L'objectif était de développer l'innovation à Monaco, de montrer que c'est possible, de créer des entreprises ici et des emplois. Et c'est ce que nous avons fait puisque 22 sociétés ont été créées à Monaco et 120 emplois ont été créés par les startups, dont plus de la moitié à Monaco. Et au total, combien de startups ont-elles été accueillies par Monaco Tech depuis sa création et combien sont-elles encore aujourd'hui ? Depuis la création, nous avons accueilli 45 startups. Elles sont actuellement 20. Et au cours des différents processus de recrutement, nous avons eu plus de 300 candidatures. 20 encore aujourd'hui. Et je vous propose tout de suite justement peut-être de découvrir l'une des plus récentes recrues. C'est un reportage de Yannick Debever et Sylvain Péroumal et nous nous retrouvons ensuite juste après. Net Zero, voilà le nom de la dernière arrivante chez Monaco Tech. Cette start-up a développé un outil informatique dans le but de faire baisser la dépense énergétique des entreprises. It's a software product that helps large businesses and governments measure their carbon emissions, reduce their carbon emissions, and disclose them to government bodies. So we help big companies and governments become greener.
L'utilisation de Net Zero est intuitive. Les entreprises doivent simplement rentrer quelques données comme le nombre d'employés, les moyens de déplacement ou encore la manière de stocker ces données informatiques. Ensuite, l'outil se charge de calculer tout seul vos émissions de gaz à effet de serre et vous offre des solutions pour les diminuer. Une technologie verte importante pour Monaco Tech qui a su faire progresser cette entreprise née il y a 9 mois seulement. Monaco Tech has been an incredible journey for us. It helped us establish better processes, to close more customers, to win more business, to hire better people, and we've been able to accelerate our growth by the factor of 5 in just short couple of months because of the help that we've received from Monaco Tech. En même temps que Net Zero, la start-up Sphenoid a rejoint Monaco Tech. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans l'impression 3D destinée aux étudiants en chirurgie buccale et maxillofaciale. Voilà pour cet exemple de start-up, Lionel Galfrey. Monaco Tech accueille tout type de secteur d'activité. Alors nous sommes spécialisés depuis 2 ans maintenant dans des secteurs particuliers. Nous avons décidé de capitaliser sur nos forces, sur les forces de Monaco, soit parce qu'il y a une tradition et un historique à Monaco, je pense au yachting par exemple, ou je pense à l'imagerie médicale, soit parce qu'il y a des centres d'excellence à Monaco, je pense à la biologie, à la biotech, et je pense à tout ce qui sont les technologies de développement durable, au développement durable, avec le discours depuis des années et l'engagement fort du souverain pour ces questions-là. Le tout soutenu par une base du numérique, parce que le numérique est un formidable accélérateur grâce au potentiel qu'offre l'intelligence artificielle, le traitement de données, l'impression 3D, la digitalisation et toutes les infrastructures qui sont à disposition, comme les communications, l'échange de données, je pense à la 5G par exemple. Voilà pour les secteurs les plus porteurs, les piliers. Que faut-il pour pouvoir candidater à Monaco Tech? Il y a plusieurs sessions de recrutement régulièrement. Nous avons 2 sessions de recrutement par an, une pour une intégration début mars des startups et une pour une intégration début septembre. Ce qu'il faut pour candidater, il faut avoir une technologie innovante ou une idée vraiment innovante. Il faut avoir la volonté de la développer en principauté. Il faut avoir beaucoup d'enthousiasme et il faut savoir que ça va demander un engagement très fort de la part des porteurs de projets. Et il faut savoir aussi que Monaco Tech et l'ensemble du pays est là pour accompagner ces projets et les guider vers le succès. Vous avez parlé des différents secteurs que l'on peut trouver à Monaco Tech, mais en revanche, il n'y a pas de profil type, c'est-à-dire qu'il y a tous âges qui se côtoient au sein de la structure. Il y a des jeunes pousses portés par de jeunes entrepreneurs et des jeunes pousses poussées par des baroudeurs. Effectivement, le goût de l'entrepreneuriat n'a pas d'âge, on le découvre. Donc on a un spectre très large d'âge d'entrepreneurs. On voit qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont la quarantaine ou 35 ans, 40 ans. Et ces gens-là ont une force remarquable dans le sens où ils ont un vécu, une histoire, un passé professionnel avec des expériences riches et qu'à un moment donné, ils mettent tout leur savoir-faire au service de l'innovation qu'ils portent. Et ça, c'est une force remarquable pour ces entrepreneurs. À l'heure des bilans, Lionel Galfrey, quelles sont les plus belles réussites que l'on peut citer en exemple? Alors, des réussites qu'on peut citer en exemple, si je prendrais juste l'année 2022, on a eu 5 startups qui sont sorties de Monaco Tech et je dirais qu'ils sont sortis par le haut, dans le sens où leur parcours à Monaco Tech a été validé, elles ont trouvé des financements et elles ont trouvé des bureaux pour s'installer à Monaco. Je pense à FGWRS dans le retraitement des eaux grises, mais je pense aussi à Pineapple dans la sécurité numérique. Je pense à Yotnitz qui a réussi à lever des fonds cette année et qui s'est installé à Monaco. Et puis bien sûr, on ne peut que penser à Carlo qui est encore là et qui est véritablement un succès qui s'exporte. Mais on a eu d'autres sociétés qui s'y étrangers.
La conférence de presse que vous avez donnée aujourd'hui s'intitulait « Réalisations et prochaines étapes ». Nous avons évoqué les réalisations. Quelles sont les prochaines étapes maintenant? On sait que la start-up, à un moment donné, aura besoin de fonds pour financer ses développements futurs. Et un des objectifs est de fédérer les formidables potentialités que nous avons à Monaco pour augmenter notre mise en contact et les possibilités de financement que les startups vont trouver ici. Une autre des priorités est d'accompagner les startups à la sortie pour trouver des locaux. Et donc, si on fait sortir des startups par le haut, un des objectifs sera d'en faire entrer avec 2 appels à projets désormais par an. Et on est bien évidemment toujours attentif et toujours à la recherche de mentors qui vont pouvoir accompagner nos startups dans leur développement et les conseiller. Merci Lionel Galfrey d'avoir été notre invité alors que Monacotech fête ses 5 ans. Merci à vous. Il est toujours précieux de se souvenir des périodes sombres de l'histoire pour éviter la genèse d'autres plus sombres encore. Dans le cadre des commémorations de la disparition du prince Albert Ier, la Maison de France accueille jusqu'au 9 décembre une exposition et un cycle de conférences intitulé « Douleur et tourments », un hommage aux victimes civiles des conflits européens du XXe siècle entre 1914 et 1945. Voyez ce reportage de Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. C'est une jolie façon de donner vie à un visage, à une histoire, à des noms gravés dans le marbre et transmettre leur mémoire. Cette exposition Douleur et tourments rend hommage aux victimes civiles dans les conflits européens du XXe siècle. Et ce n'est pas moi qui en suis l'auteur, bien sûr. J'y ai participé dans la mesure où j'ai pas mal d'œuvres qui évoquent cette période. Et c'est la raison pour laquelle il y a de nombreuses œuvres de M. Schedboun, un sculpteur qui notamment a fait la sculpture qui est au Conseil national du Euro monégasque Borghini. Ce sont des objets qui m'appartiennent. Il y en a d'autres, bien sûr, mais ils sont surtout inspirés par la période nazie, en ce qui concerne les camps de la mort et autres. Cette exposition aura permis de donner une conférence à des élèves de la Principauté. On m'a demandé d'évoquer mes souvenirs entre 4 et 9 ans. Pourquoi? Parce que j'avais 4-5 ans au moment de la déclaration de la guerre et ensuite jusqu'à la libération. Et c'est la période de ma vie qui a été la plus importante et qui véritablement a été une période phare et qui m'a incité justement à agir pour le droit de mémoire. L'exposition Douleur et tourments est à découvrir à la Maison de France jusqu'au 9 décembre prochain. Et en marge de cet événement à la Maison de France, Jacques Wolzock, que vous avez entendu, a été fait officier de l'Ordre des Palmes académiques. Il a été décoré par Laurent Stefanini, l'ambassadeur de France à Monaco. Le Monaco Press Club recevait cette semaine Gérald Briseviré, directeur général des antennes et des programmes du groupe Canal+. Au cœur de son propos, la télévision bien sûr et son avenir. Juliette Rappert et Alexandra Marangoni lui ont demandé notamment si la télévision linéaire avait de beaux jours devant elle. La télévision linéaire a encore de l'avenir, rassurez-vous. Et elle en a encore plus parce que la télévision ne s'éteint pas, elle s'étend. Elle s'étend sur tous les smartphones, sur tous les écrans. Il y a entre 6 et 7 écrans par famille. On la regarde différemment, la télévision, mais on regarde énormément le linéaire, notamment quand il s'agit de grands événements, que ce soit des grands prix de F1, les événements de sport, des grands directs. C'est pour ça d'ailleurs que les émissions sont de plus en plus en direct, puisqu'évidemment on ne veut pas rater ce qui va se passer dans les émissions. Le linéaire a encore de l'avenir et il est complété par la télévision de rattrapage qui va rattraper le téléspectateur qui n'a pas eu le temps de voir le programme en direct. Donc oui, le linéaire a encore de l'avenir. La télévision a donc de l'avenir et nous ne pouvons que nous en réjouir bien sûr. Un test qui va se prolonger. La mesure de gratuité des bus se poursuivra jusqu'au 2 janvier inclus. Les services de l'État veulent se donner le temps et les moyens de collecter et analyser dans leur globalité les données d'impact de cette gratuité, tant sur le plan de la fréquentation, des effets sur la circulation routière et sur la pollution automobile. Je vous rappelle que l'objectif de ce test est d'inciter à utiliser les transports en commun afin de fluidifier le trafic, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et par là contribuer à la qualité de vie des Monégasques.
la préservation de notre environnement. Nous sommes justement en plein cœur de la Semaine européenne de réduction des déchets. De très nombreuses initiatives ont été proposées depuis lundi pour encourager le plus grand nombre à faire des efforts et faire preuve d'ingéniosité pour éviter le gaspillage, et plus particulièrement cette année pour favoriser le recyclage des textiles. C'est tout le sens de la journée d'animation qui a été proposée à de jeunes élèves au musée océanographique. Le récit d'Anaïs Riu sur des images de Jean-Alexandre Dordet. C'est au cœur du musée océanographique que se sont réunis 70 élèves issus de la Principauté et de Nice, sélectionnés pour participer à 3 challenges autour de la thématique de la pollution des textiles afin d'agir pour une mode plus responsable. L'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et au musée océanographique, on a décidé de travailler cette année avec les étudiants parce qu'ils consomment beaucoup de mode et puis sont souvent porteurs d'idées dans ce domaine. C'est une occasion pour nous de leur montrer que l'écologie, ce n'est pas une contrainte, le développement durable non plus. Ça peut être très amusant, très ludique et très glamour. Ateliers créatifs, essayages, conférences et quiz, tout a été mis en place pour sensibiliser la jeune génération aux 3 R, réduire, recycler et réutiliser. Quand on nous a dit que cette journée, on pouvait participer, on a trouvé ça super intéressant parce qu'on peut rencontrer d'autres personnes, d'autres écoles. Ça nous permet de voir des personnes qui sont dans ce milieu, donc ils peuvent nous expliquer comment ils font et ça permet d'avoir des contacts, d'avoir des explications parce qu'on a vu des designers qui nous ont expliqué comment faire. On a appris des nouvelles techniques. On a pu tester aussi des choses qu'on ne pense pas forcément comme les bonbons vegan qui étaient franchement super bons. Pour cette nouvelle édition, plus de 30 partenaires étaient présents pour soutenir cette mobilisation et présenter leur concept éco-responsable. Nous, nos particularités, c'est tous nos packages, de la conception des étiquettes, du coup à la création du vêtement, entre autres de l'artisanat et des éditions limitées pour le prêt-à-porter de luxe, les créations uniques ou bien les pièces uniques, sont faites du coup, les packages sont en grains de maïs. En fait, ils sont compostables en 180 jours et du coup ça devient de compost, donc on peut planter des graines. Donc en fait, c'est vraiment ce travail entre la science limite et l'art qui est vraiment très intéressant dans ce métier parce que c'est vraiment très polyvalent. On peut le voir aujourd'hui, il y a différents acteurs qui sont mobilisés, tout ça pour la même cause, autour du thème du textile. Et on se rend compte en fait que les jeunes sont très impliqués, même ceux qui n'ont jamais touché de machine à coudre de leur vie. On voit qu'ils ont envie de créer, de s'impliquer, même émotionnellement et de rêver aussi. Donc on est là pour ça. Au-delà de cette opération, le gouvernement princier poursuit son engagement dans une politique zéro plastique à usage unique d'ici 2030 par la suppression progressive de tous les emballages à usage unique en principauté. Autre initiative qui s'inscrit dans cette semaine européenne de réduction des déchets, cette fresque XXL réalisée par le Centre de la jeunesse Princesse Stéphanie avec des bouts de tissu recyclés. C'est une idée de sortie savoureuse pour le week-end que nous vous proposons à présent. Le salon Monte Carlo Gastronomie se tient jusqu'au 28 novembre inclus au chapiteau de Fontvieille. Les fins gourmets devraient y trouver leur bonheur si l'on en croit ce reportage d'Anaïs Riu et de Kevin Garcia dans les allées du salon. C'est un retour post-Covid, mais pas que. Le Monte Carlo Gastronomie souffle cette année la 25e bougie de son célèbre salon, bâti sur la qualité des produits d'une sélection rigoureuse. Fromage, vin, charcuterie, chocolat et bien d'autres, le rendez-vous est immanquable pour les amateurs de plaisir gustatif, savoureux et authentique. On reçoit beaucoup de demandes de participation et en effet on essaie de faire une sélection pour répondre à l'image de Monaco, c'est très important. Et également au niveau de la qualité. Donc on est très attaché à accueillir des producteurs, des artisans. Voilà, c'est très important pour nous. Italie, France, Allemagne, Maroc, Portugal, la prestigieuse sélection réunit plus d'une centaine de stands aux saveurs du monde entier, avec pour nouveauté cette année les spécialités culinaires et artistiques du Pérou. La spécialité péruvienne, c'est le ceviche. C'est notre plat emblématique, le plus connu au monde. C'est une fierté énorme. Pouvoir représenter mon pays à Monaco, c'était une très belle expérience de venir ici. Et comme je dis toujours, à conquérir le palais et le cœur des Monégasques, pour moi, c'est magnifique. Pour d'autres, le salon est une tradition depuis de nombreuses années. C'est le cas pour la truffe italienne, parfaite pour les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. Représente une chose splendide parce que nous aimons Monaco et en plus dans les années on a plusieurs des clients qui nous viennent retrouver chaque année. Il y a 2 ans qu'on n'est pas venu à cause de la Covid et cette année beaucoup de clients ils nous ont écrit pour savoir si on était ici comme d'habitude.
Parallèlement au salon, 8 cuisiniers amateurs sont en compétition pour le titre du Maestro Chef, un concours inédit dans la région avec la réalisation d'une recette inconnue et différente chaque jour, jugée par des chefs monégasques. D'autres prix seront également remis au cours de l'événement comme le Slow Food, le prix spécial du jury ou encore le MC Gastronomie, tous très valorisants pour les exposants récompensés, mais également de précieux guides d'achat pour les visiteurs. Et l'un des parrains, en quelque sorte, de ce salon est le chef et président de l'association Monaco Goût et Saveur, Joël Garraud, lui qui œuvre depuis toujours pour donner le goût des bonnes choses aux plus jeunes. Et il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. On vient de voir l'alléchant reportage d'Anaïs Riu. Je m'adresse au grand chef. Vous avez vous-même quelques petits conseils de stand immanquables sur lesquels il faut à tout prix se rendre tout au long du week-end pour y trouver de beaux produits? J'en ai un qu'on vient de me donner en exclusivité. Il m'a dit, voilà, il faut aller à l'atelier Comtal sur des agriculteurs qui font sans gluten à base de lentilles, qui est très très bien. Et ensuite, on m'a conseillé des petites dégustations au niveau du jambon de chez Faury. Et ensuite, j'ai fait quelques découvertes à l'huile d'olive. Mais ce salon propose donc tout type de produits et des spécialités venant de tous horizons, hein? Oui, on est surpris par la qualité des produits, mais c'est surtout par la diversité. Cette année, je trouve, il y a plus de diversité et c'est pas mal parce qu'après 2 ans où on n'a pas pu faire, ben, revenir là aujourd'hui, ça fait un réel plaisir. Je le disais dans votre présentation, Joël, tout au long de votre carrière, vous n'avez eu de cesse de vous tourner vers les plus jeunes. C'est très important d'éveiller leurs papilles. Et oui, parce que c'est le 25e Monte Carlo Gastronomie et cette année, on va organiser, Monaco Goût et Saveur organise le premier Maestro Kid, c'est-à-dire le premier concours pour les enfants. Il va se dérouler lundi. Aujourd'hui, c'est le Maestro Chef et lundi, c'est le Maestro Kid. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, avec Monaco Goût et Saveur, vous estimez qu'il faut éveiller leurs papilles. Et là, il faut aussi leur apprendre à cuisiner. C'est en tout, finalement? Apprendre à cuisiner, oui. On va corriger. On va corriger. C'est le mot qui convient, c'est corriger. Mais apprendre, ils ont l'envie. Et quand on voit qu'on reçoit pour ce concours-là 127 recettes, on est le premier concours au monde où on a 127 recettes. Et sur quels critères allez-vous les départager ? On a plusieurs critères. D'abord, on les départage avec la photo, la recette qui est écrite à la main obligatoire pour voir l'orthographe et pour voir l'écriture, et ensuite le déroulé de la recette. Nous, pour que vous ayez une idée, on passe une journée complète à 7 chefs pour sélectionner les 6 recettes vainqueurs. Et alors là, pour les adultes, comment ça se présente? Eux aussi avaient une thématique imposée, hein? Moi, avec mon bureau de Monaco Goût et Saveur, on fait le thème. Pour que vous ayez une idée, aujourd'hui, le thème, c'était un risotto à l'épée autre avec des châtaignes au marron, pardon, avec une panna cotta aromatisée au thym et avec une tuile de parmesan. Oui, vous savez nous parler, hein? Donc là, ils avaient le travail. Et puis là, on en sélectionne 4 pour demain qui vont faire les demi-finales. Et la finale, qui est dimanche, en apothéose, ça sera le pescitarien avec un dessert. Pour le grand chef que vous êtes, la tendance végétarienne, végétalienne, elle n'est pas frustrante. On peut se faire plaisir également en respectant ces critères-là? Aujourd'hui, il faut avoir une ouverture d'esprit. Et le chef qui n'est pas dans cette ouverture d'esprit, aujourd'hui, il n'est pas dans l'actualité. Des graines de chef, voilà. Merci beaucoup Joël Garraud d'avoir été avec nous ce soir pour nous présenter les temps forts de ce salon Monte Carlo Gastronomie 2022. Merci beaucoup. Nous restons dans le domaine de la gastronomie avec cette soirée toujours très appréciée par la communauté américaine de Monaco. Thanksgiving et son incontournable dinde a été célébré jeudi soir au Stars & Bar. À noter dans vos agendas dimanche le rendez-vous Baking, c'est du cyclisme. Il y aura plusieurs courses, un critérium de professionnels, une pro-am et des activités pour toute la famille dimanche donc sur le port Hercule, avec, si les prévisions météo le confirment, de bonnes conditions annoncées. Et pour demain, déjà en tout cas, le temps devrait être clément. Bonsoir Vanessa Dessy.
Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Le soleil sera de retour en principauté. Un ciel bleu au programme en ce début de week-end. Les températures resteront très douces, de 10 à 17 degrés. Le soleil se lèvera à 7h36 et se couchera à 16h58 et nous fêterons les Delphines. Est-ce la météo qui en est à l'origine ou pas? Certains ont eu la surprise aujourd'hui de découvrir des pingouins dans le port Hercule. Il s'agit de petits pingouins torda. Alors s'il n'est pas rare d'apercevoir cette espèce en Méditerranée, elle reste en revanche habituellement au large. Ces incursions dans les ports sont de plus en plus fréquentes. Merci à Fabien Bonilla qui nous a partagé ces images tournées à la mi-journée. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h pour un nouveau journal. Nous nous quittons sur les savoureuses photos du jour de Mickaël Alési au salon Monte Carlo Gastronomie qui se tient au chapiteau de Fontvieille jusqu'à lundi. Très belle soirée à vous.